Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Le SLEG ne souhaite pas impliquer les autres centrales syndicales dans le recensement des enseignants fictifs. Le comité devra donc travailler sans la FSPE et le SNE. Les deux structures syndicales estiment que cette opération ne peut réussir sans la collaboration de tous. Le manque d'hygiène est une réalité dans plusieurs fours à pain de Conakry. Entre manque de protection des boulangers, état vétuste et défectueux de leur lieu de travail et assainissement insuffisant, le constat est cuisant. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La mise en place d'une commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires des enseignants suscite des remous au sein du mouvement syndical. Le syndicat dirigé par Aboubakar Souma s'insurge contre la volonté du gouvernement d'associer le syndicat national de l'éducation, la fédération syndicale professionnelle de l'éducation et le SNASUR dans le recensement des enseignants fictifs. Les trois syndicats assurent que cette opération ne peut réussir s'ils ne sont impliqués. Un bras de fer qui risque de conduire au non-respect des accords. Alseni Bari et Ibrahima Souma ont tendu leur micro aux différents protagonistes. Suivez. Le ministre du Travail nous a adressé une lettre d'invitation pour participer aux activités de recensement. Voilà tout le problème. Cette note d'invitation du ministère du Travail qui date du 18 janvier 2019. Elle invite le SLEG, SNE, FSPE et SNASUR à participer à la commission d'assainissement du fichier des enseignants. Celui qui allait prendre la note, c'est cet homme, le secrétaire général du SNE. Ils m'ont signifié que les lettres étaient en train d'être signées et qu'ils allaient me remettre les 5 lettres pour déposer au niveau des autres structures syndicales. Mais j'ai refusé de prendre pour le SLEG de versant Aboubakar Souma. Et pourtant, dans l'accord signé le 10 janvier 2019 entre l'USTG, le SLEG et le gouvernement, les autres centrales n'étaient pas partie prenante. Le syndicat d'Aboubakar Souma s'indigne. Hors de question que ces centrales participent à la commission. Nous nous inscrivons dans l'esprit du protocole d'accord signé au Palais du Peuple. C'est tout. Et le protocole d'accord dit que seuls les signataires doivent appartenir à cette commission mixte que nous allons mettre en place pour le recensement. Le SNE fustige et n'hésite pas à qualifier le SLEG d'Aboubakar Souma d'être soutenu par l'opposition. Puis, Thibou Camara, le médiateur, avant de renchérir. Nous reprochons au SLEG un règlement de comptes. Nous reprochons au SLEG de vouloir privilégier les intérêts, comment on appelle ça, la manne financière, les émoluments, les primes de transport et d'hôtel et des per diem. Aboubakar Souma et ses hommes sont droits dans leurs bottes en ce qui concerne l'application de l'accord. Il n'y a pas de règlement de compte. La philosophie du SLEG, c'est de défendre tous les enseignants de la République de Guinée. À noter que ce lundi, le comité de suivi des points de l'accord s'est réuni en l'absence de SNE, FSPE, SNASUR, où les enseignants ont été rassurés du respect des accords. 22 janvier 2017, 22 janvier 2019, 12 ans jour pour jour depuis le soulèvement populaire contre le régime du feu général Lansana Conté à l'appel des principales centrales syndicales CNTG, USTG. Les manifestants réclamaient un changement dans la gouvernance politique et économique avant d'être réprimés par les agents des forces de l'ordre. Bilan, près de 180 morts et plusieurs blessés. 12 ans après, les victimes attendent toujours la justice. Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. Kabinet Silla a perdu son enfant le 22 janvier 2007 à Lambangui alors que ce dernier était sur le point de rejoindre ses amis. Depuis, il a mené plusieurs démarches auprès des organisations de défense des droits de l'homme pour que justice soit faite en vain. 12 ans après, il réclame toujours justice. On entend le nom des victimes à la radio, à la télé, mais on n'entend pas le nom des victimes de 2007. Donc, on est venu pour savoir ce que la justice guinéenne et les responsables pensent sous l'événement de 2007. Le 22 janvier 2007,
Ce sont plusieurs milliers de Guinéens sur toute l'étendue du territoire national qui sont descendus dans les rues suite à une grève générale déclenchée par les centrales syndicales CNTG-USTG. Ils réclamaient un changement positif dans la gouvernance politique et économique du pays. Suite à la répression, les organisations de défense des droits de l'homme dressent un bilan de près de 180 morts et 1188 blessés. En mai 2007, une commission d'enquête a été mise en place pour identifier les principaux auteurs de violations des droits de l'homme. Les victimes attendent toujours justice. Ensemble, nous devons nous donner la main pour que l'impunité cesse en Guinée, pour qu'on ait une justice efficace, indépendante et impartiale. Outre les événements de janvier-février 2007, la Guinée a souvent enregistré des scènes de violation des droits de l'homme. Toutes ces victimes réclament non seulement la justice, mais aussi une indemnisation. Commémorer une date, c'est parce qu'on n'a pas eu justice. Si on avait eu une justice sur ces événements de 2012, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est comme toutes les autres victimes. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, dans sa déclaration, recommande à l'État d'accorder les ressources nécessaires afin d'examiner les cas de violation des droits de l'homme pendant devant les juridictions et la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réconciliation. Les agents de lutte contre la drogue et le crime organisé viennent de mettre main sur un trafiquant de cocaïne en provenance du Brésil à l'aéroport international de Conakry-Bessia. D'origine ghanéenne, l'homme qui a été interpellé avec cette importante quantité de 3 kg 500 grammes reconnaît l'appartenance du sac que contenait cette quantité de drogue. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. 3 kg 535 grammes de cocaïne dissimulée dans des boucles métalliques, une saisie des services de lutte contre la drogue et le crime organisé. Cet homme en provenance du Brésil est ghanéen d'origine. Il a été interpellé à l'aéroport Bessia par des services spéciaux. Il a transité par le Dubaï pour venir à Conakry ici. Et il nous a dit le nom de son fournisseur, mais les enquêtes continuent, nous ne pouvons pas vous dévoiler le nom de ceci. Et il a dit aussi le nom de celui à qui il devrait remettre la drogue à Conakry. Âgé de 37 ans, le présumé reconnaît l'appartenance du sac que contenaient ces boucles métalliques remplies de cocaïne. Chaque boucle renfermait 29 kilos de cocaïne. Il nie pas que le receleur se trouve à Conakry. Oui, il reconnaît que c'est à lui. Oui, c'est à lui on a pris, mais on l'avait donné de remettre à l'un de ses frères ici. Des chaînes, des bijoux là, parce que c'est ce que lui il fait. 159 ceintures, toutes saisies remplies de cocaïne à destination Conakry. Le présumé est déjà à la disposition de la justice. Il doit être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Dans la semaine, les citoyens habitant au quartier kénien ont alerté des agents de sécurité sur la présence d'une voiture suspecte garée par les inconnus. Une Nissan Primera immatriculée 9826 AP dont le propriétaire n'est toujours pas retrouvé à part ses 2 photos d'identité retrouvées dans le fauteuil. Cette voiture fut incriminée par les enquêteurs par la découverte de certaines preuves à l'intérieur de la voiture. Il s'agit d'un pied de biche, un sac vide de 25 kilos. Certainement, c'était le butin qui était dans ce sac. Ensuite, 2 photos d'identité et 2 balles, 2 munitions. L'AGP, l'agence guinéenne de presse aux oubliettes de nos jours, elle est loin d'être au diapason des autres agences en matière de collecte des dépêches. À cela s'ajoutent de nombreux dysfonctionnements qui empêchent son émergence dû au manque d'équipement. Pourtant, cette agence nationale devait être le véritable portail d'information. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Awal Kamara. Nous voilà dans les locaux de l'agence guinéenne de presse. Créée en 1960, l'AGP au fil du temps reste le cadet des soucis des autorités guinéennes, alors que cette maison a joué un grand rôle lorsque la Guinée venait à peine d'accéder à sa souveraineté.
L'appel, c'est d'abord nous faciliter l'accès à l'information. Vous avez constaté depuis un bon moment, on n'a pas l'accréditation au niveau de la présidence de la République quand il s'agit des déplacements du chef de l'État à l'étranger. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent à l'intérieur du pays. On pense que le correspondant sur place peut faire le travail. Le bâtiment qui défie le temps est dans un état insalubre. Malgré les appels incessants des agenciers qui cohabitent avec des particuliers, le confort est loin d'être assuré pour eux. Ce n'est pas vraiment digne d'une agence de presse. Une agence de presse, vraiment, l'accès d'abord, vous voyez, avant d'être là, est très difficile. L'environnement ne s'y prête pas. Donc, de façon claire, ce n'est pas un environnement digne d'une agence de presse. À l'heure du numérique, difficile pour l'agence guinéenne de presse de franchir le Rubicon. Face à un personnel vieillissant, elle est confrontée au problème de formation des jeunes reporters. Ces derniers sont en nombre réduit dans le pays. À l'intérieur du pays, pratiquement il n'y a pas de vrais gens. C'est des gens qui sont formés pour jouer le rôle de journaliste d'agence. Parce que ça, c'est notre métier à part, ça s'apprend. C'est quoi le problème est que nous évoluons avec certains journalistes, non seulement des correspondants à l'intérieur, qui ne savent pas encore maîtriser l'outil informatique, ou bien qui n'ont même pas la maîtrise de l'outil informatique. Il faut passer par appel téléphonique pour être enregistré, et aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade. L'AGP évolue au rythme de ses moyens. De nombreux services publics de l'information à son image tendent à l'agonie. Le budget pour son fonctionnement est une question taboue. Alassane Solano, gendarme de son État, a été assassiné dans la matinée de lundi à Antanor. Les circonstances de l'assassinat ne sont pas élucidées pour le moment. L'ancien ministre de l'administration du territoire et grand frère du défunt Moussa Solano réclame justice. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara se sont rendus dans la famille mortuaire. On l'appelait innocent en famille, un mot qui résumait le comportement du gendarme assassiné. Un témoignage que son frère aîné a confirmé, propos réitérés plus tard par une délégation de gendarmerie. Lundi, aux environs de 4 heures du matin, Alassane Solano quitte sa femme pour le service. 2 heures après, son assassinat est annoncé. Lorsque j'ai balayé la cour, les enfants ont dû m'appeler que mon mari est couché là-bas au Carrefour. C'est l'endroit où on a trouvé le corps couché. Ça nous avait dépassé parce qu'on ne pouvait absolument rien dire. Pourquoi? Parce qu'on trouve un parent qui vous dit à la maison et qui vient jusqu'à un certain niveau de mètre et on vous dit qu'il est décédé. Donc on a appelé la gendarmerie, ils sont venus. C'est cette gendarmerie. L'inquiétude est grande, surtout quand ceux qui assurent la sécurité deviennent la cible. Un élément grandissant d'inquiétude au niveau des citoyens qui attendent que leur sécurité soit assurée par ceux-là justement qu'on abat comme ça, froidement et de façon crapuleuse. La famille reçoit une délégation de la gendarmerie. Elle doit agir, braver et affronter le mal afin de dépasser cette défiance. Parce qu'au-delà de Alassane, c'est une brèche qu'on ouvre et il faut la refermer automatiquement. La lumière sur les circonstances de l'assassinat du gendarme, l'ancien ministre de l'administration l'exige. Nous sommes là, nous regardons, nous observons, nous attendons les résultats et nous pensons que les résultats doivent venir. Et cela ne devrait pas attendre longtemps. La date des funérailles n'est pas encore annoncée. Le temps que les investigations donnent un début de résultat. Le manque d'hygiène est une réalité dans plusieurs fours à pain de Conakry, entre manque de protection des boulangers, état vétuste et défectueux de leur lieu de travail et assainissement insuffisant. Le constat est cuisant. La vente de l'aliment qui ne s'effectue pas non plus dans les règles d'hygiène requises expose les consommateurs. Les médecins rappellent les risques de consommer un aliment infecté. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Kamara. Sur cette image, une femme au milieu de déchets toxiques en train de vendre du manioc. Tout près, une autre à côté de cette montagne d'ordures en attente de clients. Elle ne sort pas de l'ordinaire,
car cette pratique est une routine chez ces femmes vendeuses le long de la route du marché Matutu. Les militaires qui sont ici, ils donnent 2000, 2500, ils s'assoient ici. S'il va commencer de vendre, après, les autres vont commencer, il va jeter ici. Ça nous fatigue beaucoup. Les femmes nous jettent le ordi. Pourtant, les ordures sont jetées à longueur de journée dans l'indifférence totale. Les jeunes riverains dénoncent la négligence de l'État à prendre des mesures adéquates. Depuis l'assainissement a commencé d'abord, jusqu'à présent d'abord, on n'est pas venu faire ça d'abord. Depuis l'assainissement a commencé, il faut regarder, les fossés sont totalement vidés, totalement remplis. Le slogan Conakry Ville propre est mis en cause et la négligence des autorités locales est palpable. Ces femmes vendeuses, elles, sont aussi responsables du mal-vivre de ce marché.